Voici des vertèbres de cheval schématisées, à peu près telles que sont les vertèbres lombaires du cheval. Vous voyez les corps vertébraux en jaune, l'arc vertébral et le processus épineux en rouge, l'apophyse transverse ici, latéralement, juste à la jonction entre le corps et l'arc vertébral. Et, le plus important en ce qui nous concerne, les apophyses articulaires qui, comme on le voit, sont munies de facettes cartilagineuses, ici en bleu, qui glissent l'une sur l'autre. Il s'agit de la véritable articulation entre les vertèbres. Les disques situés entre les corps vertébraux ne sont que des ménisques élastiques qui permettent l'amortissement des pressions entre les vertèbres. Chez le cheval, les disques ne comportent pas de noyau pulpeux, mais voyons les apophyses articulaires qui nous intéressent ici. Nous allons d'abord étudier les mouvements de flexion et d'extension, donc dans un plan sagittal, et les accidents éventuels qui s'y rapportent. Ces mouvements de flexion et d'extension sont les plus importants de la colonne du cheval, hormis au niveau des cervicales où l'orientation des facettes favorise plutôt la latéroflexion. Mais restons au niveau du dos et observons. Lorsque le cheval met son dos en syphose, on voit très bien le glissement et l'ouverture des facettes articulaires qui permettent ainsi ces mouvements de flexion longitudinale, puis d'extension. Bien entendu, il ne s'agit que de très légers mouvements qui ne sont heureusement jamais aussi exagérés que vous les voyez dans ce film. Rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'un schéma. Maintenant, voyons ce qui se passe en cas d'accident lors d'un de ces mouvements. Lorsqu'un cheval donne un coup de rein trop fort ou vousse son dos excessivement, il peut arriver que ce mouvement fasse qu'il y ait presque luxation d'une des articulations intervertébrales. Dès que l'une des facettes se trouve en excès de glissement juste avant la luxation et pour éviter un accident plus grave ou un traumatisme des nerfs émergents à ce niveau, un spasme s'installe dans les micromuscles de la capsule articulaire, voilà, et les deux vertèbres sont alors solidarisées. Le cheval est alors affecté d'un blocage en flexion. Il ne pourra plus étendre son dos normalement et encore moins creuser sa ligne de dessus. Les vertèbres sont solidarisées par le spasme que le système nerveux n'ose plus lâcher au vu du contraste de position entre ces vertèbres et les autres. La manipulation va consister à remettre toutes les vertèbres du segment dans le même excès pour que, constatant que les vertèbres qu'il maintenait sont de nouveau en harmonie avec la position des autres puisqu'elles sont dans le même excès, le système nerveux cesse l'alerte et libère le spasme. Toutes les facettes étant à nouveau libres, le cheval est guéri et peut alors bouger son dos normalement et l'étendre. Il peut même creuser son dos et, là encore, voyons ce qui se passe s'il y a un accident, en particulier en glissant ou à la réception d'un obstacle. Il arrive que l'extension soit telle à un niveau de la colonne qu'il y ait presque luxation. L'écartement des vertèbres n'atteint bien sûr jamais cette importance. Pour les raisons évoquées précédemment, un spasme s'installe par précaution et le cheval est affligé d'un blocage en extension. Il ne peut plus monter son dos. Il peut toujours se cambrer, mais il ne peut plus se rassembler. L'engagement des postérieurs est impossible. La manipulation, selon toujours le même raisonnement, va consister à provoquer une extension maximum du segment incriminé afin que toutes les facettes atteignent le même excès, ce qui rend en quelque sorte normal pour la région l'hyperextension de la vertèbre bloquée. Le système nerveux a donc lâché le spasme, qui n'a alors
plus de raison d'être. Et encore une fois, la colonne vertébrale est libérée. Nous allons voir maintenant les mouvements de latéroflexion. Et pour cela, il va nous falloir user d'un autre schéma en 3 dimensions. Ceci est censé représenter un segment de colonne vertébrale vu de dessus. Les processus épineux sont schématisés par les têtes des punaises rouges. Les corps vertébraux se trouvent donc indiqués par les pointes des punaises. La bande de papier blanc représente l'alignement des apophyses articulaires qui étaient déjà en blanc dans la première partie. Si la colonne était rectiligne, sans courbure, on voit que le mouvement des facettes étant très limité, il serait difficile de la fléchir latéralement. Mais en fait, le cheval a la colonne en position de syphose. Et on voit que plus on monte son dos au travail, plus la latéroflexion est facile, moyennant une légère rotation des vertèbres entraînant les apophyses épineuses vers l'extérieur de la courbe. Donc, les corps vertébraux vont à ce niveau vers l'intérieur de la courbe. Dans la zone où la colonne est en position de lordose, ce qui est normalement le cas chez le cheval dans la zone thoraco-cervicale, T2, T1, C7, C6. On voit par contre que la flexion latérale de ce segment a tendance à entraîner les processus épineux vers l'intérieur de la courbe et donc les corps vertébraux vers l'extérieur. Il faut savoir que lorsqu'un nerf est perturbé par un blocage, c'est toujours du côté du corps vertébral. C'est donc la pointe de la punaise qui montre le côté affecté par une lésion ostéopathique. Voyons alors ce qui se passe en cas de problème. Le cheval travaille avec le dos en syphose et tourne donc facilement aux 2 mains. Imaginez que lors d'un accident ou d'un faux mouvement, la latéroflexion soit excessive. Si une articulation s'ouvre réellement trop, nous savons qu'immédiatement, un spasme s'installe. Le fil que vous voyez n'est pas un muscle, il montre simplement que la vertèbre est maintenue. Le spasme est bien sur l'articulation opposée au fil. Cette flexion devient alors impossible, mais elle est toujours possible dans l'autre sens. La vertèbre n'est maintenue que dans un sens. Pour manipuler, il n'est pas question de lutter contre le spasme. Mais si on fléchit la colonne du côté mécaniquement possible, tout en augmentant la syphose pour mettre toutes les vertèbres de ce segment dans le même excès, on comprend comme tout à l'heure que le spasme est relâché, la vertèbre redevient libre et le cheval peut de nouveau tourner facilement aux 2 mains. Là où la colonne du cheval est en lordose, donc à la base de l'encolure, nous avons vu que la rotation des vertèbres est inversée. Encore une fois, si le cheval fait un faux pas ou s'il y a un accident qui entraîne une trop importante rotation d'une vertèbre, un réflexe d'urgence de sauvegarde établit un spasme, toujours du côté de la pointe de la punaise. Le cheval devient alors incapable de tourner son encolure vers le côté bloqué, opposé à l'apophyse épineuse, donc vers le côté dont il souffre. Encore et toujours, la manipulation la plus simple à mettre en œuvre sera de fléchir la base de l'encolure du seul côté mécaniquement possible pour aller chercher en quelque sorte la vertèbre en excès à l'aide des autres. Le système nerveux obéira à cette information d'harmonisation du segment en lâchant le spasme. Le tout étant libre à nouveau, le cheval redevient capable de tourner vers le côté où il avait un trouble.
D'abord, pourquoi un blocage en flexion empêche un cheval de s'étendre? Pourquoi, si c'est en extension, il ne peut plus engager? Vous avez surtout et enfin compris pourquoi un cheval ayant par exemple une sciatique à droite ne peut tourner à gauche, alors que s'il a une névrite d'épaule à droite, il ne peut tourner à droite. Et vous savez donc aussi pourquoi la majorité des problèmes locomoteurs du cheval affectent un diagonal. Mais attention, il n'y a jamais deux blocages identiques. Et tout le problème restera toujours d'écouter le cheval, de sentir les informations qu'il nous livre avant, pendant et après une manipulation.